Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là pour cette présentation à propos de Kubernetes. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui parmi vous déjà connaît Kube. Levez la main. D'accord, donc il y en a un certain nombre qui ne connaissent pas Kube. Qui fait du Kube? Ok, c'est pas mal. Qui fait du Kube en prod? Ok. Alors, cela, vous pouvez tout de suite partir, vous n'allez pas apprendre grand-chose, je suis désolé. Peut-être quelques banalités pour vous, mais bon, ce n'était pas l'objet du talk. Ah, on dit d'ajouter et fait du Kube en prod et que ça marche. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Kubernetes, ou des fois K8s, ou des fois Kube. Alors moi je dis plutôt Kube parce que c'est long à dire Kubernetes, et en plus je sais que je le prononce mal, il y a une prononciation particulière que je n'ai pas. C'est une plateforme qui a été créée par Google il y a un certain nombre d'années. Ça a été publié il y a 5 ans maintenant. C'est open source, ça a été donné à une fondation qui s'appelle la CNCF, j'en parle quelquefois, qui est sous l'égide de la fondation Linux. Il y a de très nombreux contributeurs autour de ça. Et cette plateforme, elle permet en fait de gérer vos déploiements applicatifs, de gérer toutes les mises à jour de vos applications que vous déployez, de gérer tout ce qui est mise à l'aisselle, scaling, et puis elle permet d'assurer une certaine maintenance autour de vos applications. En résumé, en version simple, en fait, ça peut dire c'est simplement un orchestrateur d'applications. Et puis alors, il paraît, on m'a dit hier soir, après quelques verres, qu'en Klingon, ça voulait dire « what the fuck ». Je laisse certains porter ça, mais dans certains cas, c'est vrai en fait. Et personnellement, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai un peu pratiqué sous diverses formes, où j'ai accompagné des fois des projets qui démarraient, qui se lançaient dedans ou qui avaient déjà du Kube depuis un certain temps. Ce que j'ai pu observer dans ces projets-là, déjà, c'est que la première fois, c'est systématique, la première fois qu'on se lance dans ce genre de projet, c'est un peu, on est à fond, quoi, on est super content, on va s'amuser. En tout cas, au tout début, c'est ce qu'on croit. Donc on part vraiment plein de bonnes intentions, on est tout feu, tout flamme. Et puis très vite, on commence à se poser un certain nombre de questions. Et puis au fur et à mesure qu'on creuse, on s'aperçoit que ces questions sont plutôt structurantes en fait. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un certain nombre de principes à respecter pour profiter pleinement de Kube, parce que en fait, Kube, alors Kubernetes, c'est pas magique. Du coup, ce que je vous propose dans cette présentation, c'est de vous partager en fait 5 grands types d'erreurs que j'ai pu rencontrer dans différents projets qui pourraient vous fâcher avec Kube. L'objectif de ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous éviter certains pièges si jamais vous partez un jour sur du Kube ou avant de partir sur un projet Kube pour vous poser les bonnes questions en fait, tout simplement. Donc prenez-le plutôt comme une mise en garde pour bien faire les choses. Un petit disclaimer juste avant de commencer à mon propos. Je m'appelle Louis Tournaire, c'est ce qui est marqué là-dessus. Je travaille chez Zenica sur du DevOps, du Kube et d'autres sujets. Et personnellement, j'aime beaucoup Kube, je m'amuse bien avec, même si des fois, c'est pas toujours évident. Dans les trucs pas très évidents, la première erreur récurrente qu'on peut observer, c'est de fermer les yeux sur le fait que, si ça veut bien enchaîner, voilà. Vos applications, elles font partie en fait d'un ensemble qui est global et qu'elles vont devoir interagir avec cet ensemble. En fait, il faut avoir une approche qu'on appelle systémique de ça. Et donc, à moins d'être dans une organisation qui soit complètement neuve, qui vient de se démarrer, qui n'ait pas d'historique derrière, en fait, votre SI ne sera pas homogène, il sera constitué d'un certain nombre de technologies, d'un certain nombre d'applications qui vont devoir cohabiter entre elles. Et dans ces applications-là, dans ces SI historiques, on va se retrouver des fois avec du mainframe. Alors, je vous rassure, en général, on ne travaille pas avec la partie hardware, on est plutôt avec la partie software. Et dans la partie software, on a des choses aussi qui sont un peu hard. On a du J2EE, à l'époque où il y avait encore un 2. Alors, les jeunes ne connaissent pas ça, ils ont de la chance. Et les plus anciens, comme moi, l'ont bien connu et pratiqué. Et on a vu des choses avec un peu longues, pas très sympa, avec je ne sais pas si vous vous rappelez, des websphere, des WAS, des webloads, des trucs, voilà, c'était pas terrible. Puis on a aussi d'autres choses, alors on a même
ce qui est pour moi des univers un peu parallèles en fait, c'est tout ce qui est Microsoft avec du SharePoint, de l'AD, du VBNet, de l'ASP.NET, du .NET, du TrucNet. Donc on a plein de choses qui sont diverses et variées. Et dans CSI, on en parlait tout à l'heure dans le talk très intéressant d'OVH, on a quelques applications clés qui sont là, qui sont increvables en fait. C'est souvent des grosses applications, stateful, monolithiques. Elles sont hébergées dans des clusters, mettant du Weblo ou même du mainframe. Hein. Elles sont là depuis des années. Et elles marchent, elles font le boulot en fait. Et elles vont rester encore des années. Ça, il faut l'avoir en tête. Voire, elles vont nous survivre, même si leurs technologies, ce n'est pas les plus récentes, ce n'est pas les plus sexy. Ma foi, elles font le boulot, voire même après derrière. On ne sait même plus comment les faire bouger. Donc, voilà, c'est des applications avec lesquelles il faudra compter. Il faudra même parfois cohabiter, collaborer, échanger différents flux, différents protocoles d'information, du fichier au HTTP, au JMS, au Corba parfois. Enfin, on peut avoir des choses un peu bizarres à faire avec. On peut résumer tout ça par imaginer que ça, c'est notre SI en fait. Et que notre SI, c'est un empilement de différentes technologies, différentes strates. Alors, je ne sais pas si j'ai le... Non, je ne crois pas avoir le laser là-haut. Vous voyez toute la pointe... Vous voyez la pointe qui est toute là-haut. Ça, en fait, dans nos SI historiques, c'est juste la petite partie qu'on appelle clown native, en fait. Celle avec laquelle on sera bien par la suite. Quelle importance ça a pour nos projets cubes? C'est une question que vous pourrez poser. Il y a plusieurs choses, en fait, qu'il faut prendre en compte. Il faut imaginer que dans nos SI historiques, on a une infrastructure. On a derrière cette infrastructure des connaissances, des gens, des processus. Et à la fois cette infrastructure et à la fois ces personnes-là sont potentiellement très éloignées de votre cible. Et du coup, il sera nécessaire d'accompagner ce changement que ça va tirer. Il ne faut pas y aller en aveugle, ça ne marchera pas comme ça. Et puis, les applications que vous allez héberger dans le cluster cube, il faudra qu'elles interagissent avec l'existant. Elles ne seront pas complètement autonomes, parce que un SI, c'est jamais complètement autonome. Malheureusement, on a certains liens entre eux. Et donc, il va falloir gérer différentes zones réseau, demander des ouvertures de flux, gérer différents types de flux, différents protocoles, intégrer ça en fait dans votre roadmap, ayez-le en tête. Et puis dans certains cas, ça c'est les cas les moins drôles, il a été décidé par le board que telle application qui était là, il allait falloir la migrer sur Cube. Telle application historique, parce qu'on a calculé qu'on allait avoir des gains sur 10 ans, sur 5 ans, et il faut à tout prix le faire, c'est politique. L'application n'est pas du tout prévue pour. Et là, ça va être beaucoup moins drôle. Là, on va se retrouver à faire des choses très compliquées, en fait. Alors, on va faire ce que certains appellent du lift and shift. Ça ne marche pas toujours très bien avec ces applications. Parfois, même certains en off disent du lift and shift. Ça n'engage qu'eux. En tout cas, si vous avez ça à faire, il y aura déjà 2 premiers pas pour pouvoir commencer à envisager de mettre vos applications sous Cube. Déjà, il va falloir passer ces applications sous Docker. Ça ne va pas toujours être facile. Alors, Docker, est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Ok, c'est bon. Donc, vous allez passer vos applications sous Docker avec des runtimes qui seront obsolètes. Peut-être même vous ne trouverez aucune image pour le faire. Vous allez avoir bidouillé des choses, récupérer des binaires à droite à gauche, croiser les doigts en espérant que ça marche avec votre kernel. Ça va être très sympa. Voire récupérer les sources, les recompiler. Enfin, des trucs très marrants à faire. Et puis, tant que vous êtes aussi les mains dans le cambouis et puis un peu dans la mouise, il va falloir, malgré qu'on a dit qu'on va prendre et puis qu'on va faire glisser l'application et que ça va marcher, c'est magique, non, en fait, ces applications, elles sont historiques, elles ont hérité d'un certain nombre de mauvaises pratiques, de 15 millions de personnes qui sont passées dessus, et puis on va trouver des choses dedans comme, je dis ça vraiment au hasard, des connexions aux bases de données qui sont hard-codées dans le code. C'est du pur hasard, je dis ça. Il ne faut pas chercher de référence. Donc forcément, vous allez mettre les mains dans le cambouis parce que vous ne pouvez pas laisser ça, c'est pas possible. C'est pas du tout compliant avec ce que vous voulez faire pour la suite. Donc il va falloir externaliser ces configurations. Voilà. Il va falloir, ça ne sera pas du lift and shift, non. Vous avez fait ça, vous êtes content, super, vous avez le conteneur qui marche, vous injectez vos enves et puis vous arrivez à progresser, à continuer. Néanmoins, il nous reste encore un peu de chemin à faire pour que notre application soit code-friendly. Et puis en plus, là, avec cette trottinette, ça va être un peu long le chemin.
Et ça, c'est mon second anti-pattern. Vouloir faire du cube avec des applications qui ne sont pas, ce que je viens de dire, cube-friendly. Et une application cube-friendly, ça peut se résumer à avoir une application qui fait ce qu'il faut pour être bien gérée par Cube. Et attention, Kubernetes, en fait, il n'a aucune pitié avec vos applications. Je pense que c'est un trait de guerre de la culture Klingon, ça, à mon avis. Ce qu'il faut, en premier lieu, c'est dockeriser vos applications. J'en ai un peu parlé avant, mais dockeriser suivant les bonnes pratiques. Et donc, ce n'est pas simplement, vous avez mis le runtime, vous avez fait un conteneur autoporteur, mais il faut aussi qu'il soit sécurisé tant qu'à faire. Il faut qu'il soit d'une taille minimaliste. Là, ça devient un peu plus compliqué, avec des layers qui soient bien gérés, bien compris. Il faut qu'il y ait un processus unique aussi. On ne va pas mettre 15 millions de processus dans le même conteneur. Alors, ça arrive des fois de le faire, c'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Qui démarre vite, et puis la configuration, il faut qu'elle soit externalisée forcément. C'est aussi une application qui est distribuable. Et donc, distribuable, ça veut dire qu'elle est capable d'être déplacée et mise à l'échelle dans les différents nœuds du cluster. Ça implique notamment qu'elle est immutable. C'est un truc qu'on retrouve en programmation fonctionnelle, mais c'est aussi le principe des conteneurs, ça tombe bien. Qu'on peut l'arrêter, la redémarrer et la redimensionner en nombre. Qu'elle est capable de fonctionner en s'appuyant sur les composants réseau de Kubernetes. Et il y a beaucoup de composants réseau, et il faut quand même y penser à ça. Alors je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Et puis, qu'elle est stateless, c'est-à-dire sans état. Alors, ceux qui connaissent Cube pourront très facilement m'objecter que Cube, il est capable de gérer des applications, des objets stateful, en fait, des objets à état. Est-ce pour autant une bonne idée? Je vais juste boire un tout petit peu. Pour répondre à ça, je m'appuierai sur Kenzé Hightower. Qui ne connaît pas Kenzé? Ok. Alors, pour faire simple, imaginez que c'est le pape de Kubernetes. Ceux qui connaissent, vous êtes d'accord avec cette image? Bon, ok. Donc c'est l'évangéliste en chef autour de Kubernetes, on va dire, pour faire simple, qui travaille aujourd'hui chez Google, qui était avant chez CoreOS de mémoire, qui a fait plein de choses très intéressantes sur Cube et qui est un contributeur assez actif et qui parle énormément de Cube et qui l'explique très bien. Et donc même lui, alors il a écrit un bouquin il y a quelques années où il parlait de tout ce qu'on pouvait faire avec Cube, il y avait tout un chapitre sur les applications stateless, il est un peu revenu là-dessus en fait. Son postulat que je partage, c'est oui, c'est possible, Kubernetes est capable de gérer des applications avec un état. Ce n'est pas pour autant une bonne idée parce que ces applications avec un état, elles ont des systèmes de gestion qui sont un peu particuliers. Il faut s'en occuper un peu plus finement qu'une application sans état qu'on peut tuer sans état d'âme, on va dire. Et donc, la manière de fonctionner de Kubernetes n'est pas forcément les plus compatibles. Et le conseil que je partage avec lui, c'est vos applications avec état. Souvent, c'est très facile de les mettre à l'extérieur, donc faites-le. Dans l'application avec état, en général, on entend base de données. Là, il parle de RabbitMQ. C'est la même chose, c'est un système de storage dans lequel il écrit. Donc ça a à peu près les mêmes contraintes qu'une base. Une des autres difficultés qu'on a avec du stateful, c'est que, en général, quelque chose de stateful, il ne travaille pas en mémoire, il va falloir à un moment donné qu'il persiste ces données quelque part, donc il les écrive sur disque en fait. C'est ça un peu le truc. Donc il a besoin d'avoir un stockage. Sauf que Kubernetes, c'est un système qui est distribué. Donc le stockage, il faut aussi qu'il soit distribué, qu'il soit réseau, qu'il soit résistant aux pannes. Et souvent, ces applications avec état, j'ai besoin d'avoir des I/O qui sont très performants. Et ces systèmes réseau distribués, persistants, résistants aux pannes, c'est pas les plus performants par contre. C'est un peu la contrepartie. Donc, dans certains cas, on arrive à avoir des choses très bien. Néanmoins, ça pêche un peu sur ce domaine-là. Donc, même si les stateful progressent, si on peut les éviter, faites-le. Ça vous évitera quelques difficultés, quelques expertises à maîtriser qui ne sont pas forcément évidents. Donc, prenez des raccourcis, faites en dehors de Cube. Puis en outre, si vous amusez à faire ça, va falloir choisir parmi les 39 storage engines qui sont supportés, proposés, pas supportés parce qu'il y en a plus, au sein de la CNCF. Donc déjà, vous allez sortir les rames et dire lequel je prends. Pourquoi celui-là? Je reviens sur le réseau. Dans tous les cas, que vos applications elles soient avec ou sans état, elles vont devoir communiquer entre elles et à l'extérieur.
Sinon, c'est un batch. On peut servir de cube pour faire des batchs, mais et encore même, les batchs ont besoin de communiquer. Moi, je ne sais pas vous, mais personnellement, le réseau, des fois, ça m'invoque un peu ça, en fait. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça, même si ça fait un moment que je mets les mains dedans, il y a toujours plein de choses que je fais de travers, que je comprends mal. Enfin, c'est jamais évident, et avec Kubernetes, je trouve ça encore plus compliqué. Plus compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs implémentations des plugins réseau, en fait. On peut se retrouver avec du Calico, du Flanel, du Weavenet, je ne vais pas vous faire la liste, elle est très très longue, en fait. Outre le fait qu'ils ont des performances différentes, ils n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. Ça aide aussi dans le choix, dans ce qu'il faut faire. Et puis, en plus, comme je vous disais, il y a pas mal d'objets liés au réseau au sein de Kubernetes. Alors, il y a des objets classiques, comme par exemple la partie DNS, mais on a des objets en plus. On a un objet qui s'appelle le kubeproxy, par exemple. On a une notion, une abstraction autour d'un service. On pourrait me dire c'est des règles répétables. Ouais, mais quand même pas que, quoi. On a des notions de endpoint, on a des notions de ingress. Donc, c'est quand même très vaste en fait. Et puis en plus, quand on doit exposer quelque chose à l'extérieur, on n'a pas une manière, on a plusieurs manières de le faire. Est-ce que je fais load balancing? Est-ce que je fais un on-port? Est-ce que je fais un ingress? Il y a plein de choix possibles en fait, plein de stratégies possibles. Donc c'est pas évident. Juste parenthèse par contre, faites des ingress quand même, hein. Dans ces choix c'est bien. Et puis faites du trafic, c'est plus facile. Enfin je dis ça, je dis rien. En tout cas, une bonne partie de cette complexité, elle est là. Et malheureusement, elle n'est pas que Ops en fait. Parce que quand vous allez devoir décrire vos applications, eh ben, vous allez devoir en fait décrire un certain nombre de ces composants, donc vous allez devoir les comprendre. Et donc ça veut dire que les devs doivent aussi comprendre des notions qui pourraient dire non, ça c'est Ops. Non, ils vont devoir comprendre un peu plus le réseau et comprendre toute la complexité qui est derrière pour que ça marche correctement. Donc si vous voulez que vos applications fonctionnent correctement, épouse correctement tout le mapping qui est au sein de Kubernetes, ben, il va falloir un peu comprendre comment ça fonctionne, avoir un overview au moins global de tout ce qui est derrière. D'ailleurs, en parlant d'overview, de visibilité, un autre point, c'est que ben, il faut que vos applications elles soient monitorables. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va demander à Kubernetes de déployer vos applications et aussi de s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Et il va donc falloir qu'il sache quel est l'état de ces applications. Alors, quand quelque chose fonctionne mal, la stratégie de Kube, comme je vous ai dit, il se comporte, il a une stratégie de guerrière de Klingon, il tue le pod qui ne va pas bien, le pod étant une unité de base de Kubernetes, donc il tue ce petit élément-là, pour faire simple une application, et puis il le redémarre ailleurs. Donc il faut qu'il sache qu'il ne va pas bien. Pour ça, il va s'appuyer sur 3 types de métriques. Le premier qui est l'état du conteneur, c'est fourni par le système de base, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Le second type de métrique, en fait, il va monitorer les ressources qui sont consommées. Ça, c'est pareil. Du moment que vous avez mis en place ce système de métriques, donc ça, c'est au niveau Ops qu'on met en place ça, il est capable de voir ce qui se passe et en fonction de ce qui est consommé, de dire non, cette application, elle dépasse les limites, il la tue, il la repop. D'ailleurs, un conseil, précisez bien ces limites. Vous pouvez ne pas les préciser, mais à ce moment-là, Kube sera encore plus violent avec vos applications. Donc faites-le. Et puis enfin, il y a une troisième métrique, qui est une métrique applicative, qui est fournie sous la forme de 3 sondes. Alors peut-être certains connaissaient avant 2 sondes. Ils ont ajouté une 3e sonde. Ces métriques-là, c'est aux devs de les fournir, de préciser en fait au niveau applicatif quelles sont les sondes qui vont devoir être utilisées pour connaître ces différents états. Et de forcément fournir les endpoints. Alors ça peut être des endpoints ou ça peut être des exécutions de petits shells, mais la bonne pratique c'est quand même faire des endpoints. Et grâce à ça, Kubernetes sera en capacité de redémarrer les applications qui sont plantées alors que le processus n'est pas mort. Ça peut arriver, elle peut être complètement bloquée, mais pourtant le processus tourne encore. Donc cette sonde-là, la sonde liveness, en fait, il va l'interroger et puis il aura un timeout ou il aura un code erreur. À ce moment-là, au bout d'un certain nombre de fois, il va la redémarrer. Il sera capable aussi d'attendre que vos applications aient fini de démarrer avant de commencer la suite. C'est une sonde qu'on appelle le startup qui fait au démarrage. Et puis aussi, il sera capable d'ouvrir ou de fermer les flux en fonction de l'état de votre application, de dire est-ce qu'elle est prête à travailler. Et ça sera fait tout le temps au fil de l'eau. C'est la sonde readiness. Donc ça, ces sondes-là, il ne faut pas oublier de les faire. C'est super important. Sinon, ça ne va pas être managé correctement et du coup, vous ne profiterez pas correctement de tous les services qui sont derrière. Dernier point à avoir en tête, vos applications, elles peuvent compromettre votre cluster en fait. Et non seulement le cluster, mais toutes les applications du coup
qui sont hébergés au sein du cluster, voire même déborder du cluster, selon comment vous avez hébergé le cluster, les secrets auxquels il a accès, ça peut s'étendre. Et ne croyez pas que vos images sont sans faille, que Docker est sans faille, que les namespaces c'est parfait, c'est un modèle d'isolation. Voilà. La sécurité, c'est compliqué, c'est très compliqué. Pour ceux qui ont assisté à la keynote ce matin de Corbin, c'était notamment son propos, c'est pas une mince affaire, et c'est encore plus vrai avec Cube. Moi, du coup, dans le cas d'une application extrêmement sensible, j'aurais 3 conseils à vous donner. 3 règles simples. Le premier va vous choquer. Ne faites pas de cube. Je m'explique. Vous allez augmenter simplement votre surface d'attaque. Vous allez apporter la couche Docker plus la couche Kubernetes. Si c'est très très sensible, ça doit être vraiment verrouillé. C'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir un peu plus de portes potentielles. Moins d'avoir plus de portes potentielles, pardon. Après, que vous fassiez du cube ou pas, que ça soit du moment que c'est sensible, ne n'utilisez pas la solution avec d'autres applications, parce que si ça déborde, ça va aller ailleurs. Et puis, vous trouverez un grand nombre de ressources sur la façon de bien sécuriser vos conteneurs, de bien sécuriser votre Kubernetes, de bien sécuriser votre infra, votre réseau, etc., etc. Il y en aura plein. Dans tous les cas, moi, là, j'ai un conseil, c'est faites appel à des experts en sécurité. Parce que c'est un métier très particulier, la sécurité, avec des compétences qui sont vraiment très spéciales, qu'on soit Ops ou Dev, on n'a pas forcément, on a des connaissances, mais on n'a pas ce niveau-là d'expertise. Donc faire du pentesting sur des applications sensibles, c'est vraiment indispensable, et vous verrez, vous aurez des surprises, des trucs assez étonnants. Et puis, ils vont aussi vous éduquer, vous rappeler un certain nombre de choses. Ce qui veut dire aussi que vous rappelez un certain nombre de choses, ne vous reposez pas que sur les experts en sécurité. Vous allez faire venir un instant T, mais il faut que vos équipes aussi, elles montent en compétences sur le domaine. Et puis, il faut que vous mettiez en place un certain nombre de pratiques, d'analyse d'images, etc., pour vous assurer que vous n'introduisez pas de failles complémentaires. Et autant que possible, la sécurité, pensez-y pendant toutes les phases du dev, jusqu'à la prod et l'exploitation de la prod. J'ai vu des choses très effrayantes. Je pourrais vous en parler en off, hors micro, mais il y a des choses, des fois, c'est un peu hallucinant. Mon troisième anti-pattern concerne tout ce qui est exploitabilité du cluster, en fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que vos applications elles devaient être monitorables. Et c'en est de même en fait avec votre cluster et votre infrastructure. Kubernetes a de très nombreux composants. Là, c'est un simple overview de tout ce qu'il y a de base. Certains sont monitorés par Kube, mais pas tout. Notamment, il y a des choses qui ne sont pas monitorées forcément, comme l'infrastructure physique qui va héberger votre cluster, comme des composants internes de Kube, comme Kubelet ou Docker. Et puis potentiellement, en fonction de ce que vous avez installé, comment vous l'avez installé, il peut y avoir le TCD qui est externalisé, il peut y avoir des plugins de storage qui ont des composants qui ne sont pas managés, etc. Donc, il y a des choses qui ne seront pas managées par Kube, c'est normal. Et si certains de ces composants qui sont essentiels à Kubernetes ont des défaillances, sont indisponibles, vous ne saurez pas ce qui se passe. Il y aura éventuellement l'utilisateur qui va vous appeler, qui va vous dire ça ne marche pas, mais ça sera ça votre seul monitoring. Donc, mettez en place des systèmes d'alerting et de monitoring sur les démons Docker, sur le Kubelet, sur votre réseau, sur l'infrastructure. Oui, vous pouvez installer du Prometheus dans Kube, mais il va monitorer que l'application et pas le reste. Et puis, un dernier point, juste un truc assez basique, mais qu'il est bon de rappeler, vos logs, mettez-le à l'extérieur de votre cluster. Il y aura des logs qui vont arriver dans le cluster, vous les prenez, vous les sortez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, les pannes, ça va arriver des fois. Si vous n'avez pas les logs, ça va être pratique de diagnostiquer les pannes. Et quand les pannes vont arriver, parce qu'elles vont arriver forcément, c'est normal, va falloir les détecter, va falloir y remédier, va falloir apprendre de celles-ci, mettre en place des mécanismes de prévention pour en avoir de moins en moins, être de plus en plus efficace. Pourquoi ces pannes arriveront ? Oups. J'appuie sur le bouton. Pourquoi ces pannes arriveront ? C'est pas que Kube est instable en fait en soi. C'est que c'est riche, c'est vaste, c'est complexe. Vous avez de nombreux composants techniques. Vous avez de nombreuses machines qui interviennent. Vous avez un système distribué. Vous avez un réseau complexe. Forcément, il y a plein d'endroits où il peut y avoir une défaillance. Et puis, point en plus, votre Kube, il n'est pas statique. Il va héberger des applications qui, elles, vont consommer des ressources, du CPU, de la mémoire, du disque, du réseau.
qui auront leurs qualités, leurs défauts, ils vont ajouter leur entropie propre, qui peut créer des problèmes. On peut faire planter un cluster avec une application, hein, s'il n'y a pas les bons quotas qui sont positionnés, si on n'a pas fait gaffe, on peut s'amuser à ça. Je l'ai fait une fois pour m'amuser, c'est assez facile en fait. Donc faites gaffe à ça. Donc, mis bout à bout, vous aurez une probabilité de panne non nulle. Peut-être que si vous gérez, je sais pas, un millier d'applications au sein de votre cluster, vous serez bien plus efficace, vous aurez beaucoup moins de pannes avec votre cluster, mais des pannes, vous en aurez quand même. Donc, en conséquence, prévoyez tous les outils qui vont bien avec. Le monitoring, la gestion des logs, les ressources humaines aussi, parce qu'il n'y a pas de magie des fois, il faut intervenir. Les processus, la façon de s'organiser, il y a des pratiques. Et puis, du temps d'indispo, quoi. Vous n'êtes pas du 100%, c'est impossible, c'est incohérent. Abordons un autre sujet qui peut fâcher, les mises à jour. D'abord, première question, pourquoi je dois mettre à jour mon cluster en fait? Si ça veut bien passer au slide suivant. Parce qu'on va devoir corriger des failles de sécurité. Il y en aura, ça va arriver, c'est normal, c'est des programmes informatiques, donc il faudra mettre à jour, forcément. Et puis il faudra ajouter des fonctionnalités soit pour le côté exploitation, soit pour le côté développement, soit pour d'autres choses. Il va vous falloir aussi lisser et réduire l'effort de mise à jour en détectant plutôt toutes les incompatibilités que vous pouvez avoir. Donc faites-le au fil de l'eau. Donc là, mettez souvent à jour votre cluster dans des versions stables. Hein. Prenez pas les dernières qui sont encore en phase de test. Et le souvent, pensez que Kubernetes, ça a une release tous les 3 mois et que la communauté assure en best effort des patchs sur les 3 dernières releases courantes. Donc, au bout de 8 à 9 mois, vous êtes à peu près sûr que vous n'avez plus de patch sur votre cluster si vous n'avez pas fait de mise à jour, à moins d'avoir une version avec une maintenance étendue qui serait autre chose à ce moment-là. Et la question qu'on peut se poser derrière, c'est comment va se passer la mise à jour? Il ne marche pas bien ce truc. Généralement, c'est sans accroc. Merci. Alors, là, les anciens comprennent le slide. Pour les petits jeunes, on l'expliquera après. Donc, quand je dis sans accroc, on aura quelques petites difficultés avec des ressources qui sont passées de version alpha à version bêta, parce que malheureusement, pour telle ou telle raison, on s'est dit ouais, on va faire passer cette version, cette API en alpha parce qu'on en a besoin là, sauf que quand elle est passée en bêta, elle n'est plus forcément compatible, et donc il y a des choses qui vont casser, qu'il va falloir évoluer, mais est-ce que ça a été testé avant ? Mystère. Et puis, on va voir aussi des API deprecated. Alors, ça fait un moment que Kubernetes annonce que, attention, ça va être deprecated. La dernière version, la 1.16, ils ont viré des trucs deprecated. Et donc, il y a des trucs qui ne marchent plus si on ne fait pas gaffe. Notamment GitLab. Mais pas que, je vous rassure. Donc tout ça pour dire, les mises à jour vont avoir un impact. Voilà. Donc parce que vos API ont changé. C'est normal, donc il faut le prévoir, il faut le tester, il faut s'assurer de la compatibilité, que ça marche, prévoir des phases de test là-dessus. Et puis ça, c'est les cas simples, entre guillemets, où il faut changer l'API, faire évoluer des choses. Mais malheureusement, dans votre cluster, vous avez peut-être mis, pour des raisons X ou Y, des applications stateful. Pourquoi pas? Et puis, pour que ça marche vite, pour avoir des performances, au lieu d'utiliser un système de stockage qui soit distribué, vous allez utiliser le disque physique de votre machine sur lequel c'est installé. Là, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que vous allez avoir des problèmes derrière. Parce que quand il va falloir mettre à jour, votre nœud, à un moment donné, il va être indispo. Et donc, votre application stateful, comment elle va faire? Elle va être indispo, ouais, mais s'il essaie de la déplacer ailleurs, ouais, mais sauf que les données sont là. Donc ça pose un certain problème, et du coup vous créez de l'indispo. Peut-être que c'est supporté, auquel cas pas de problème. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un problème. Et puis vous allez avoir la question de quelle est la stratégie que vous adoptez pour vos mises à jour. Il y a deux grands modes de stratégie. Soit vous dites, je garde mon infrastructure actuelle, mettons que j'ai un cluster avec 10 nœuds, je mets à jour mes nœuds un à un. Donc d'abord, je mets à jour mon control plane, ça c'est dans tous les cas. Et puis je mets à jour mes nœuds un à un. Et donc, le temps que je le mets à jour, je lui dis de ne plus recevoir d'applications. Mes applications sont migrées, il n'y a pas d'applications stateful, j'ai de la chance. Tout se passe bien, elles vont ailleurs.
Et puis, donc je la mets à jour, et puis je la fais réintégrer le cluster, et je fais le tour comme ça, j'avance petit à petit. Ça, c'est le premier mode. Et puis, il y a un autre mode où je dis, en fait, moi, j'ai de la capacité d'avoir de la ressource en dynamique, donc je vais en profiter. Et donc, je vais popper 10 nouveaux nodes, les mettre dans la bonne version, les faire intégrer le cluster, et puis dire aux anciens nodes non, tu sont indispo, les applications vont migrer, et puis après, je vais supprimer les anciens nodes. Les deux ont leur avantage et inconvénient. La première consomme moins de ressources. On n'a pas besoin d'avoir une nouvelle infrastructure en direct. Mais elle est plus longue et on va avoir à un moment donné un nœud, le dernier nœud, quand il a été mis à jour, toutes ces applications, elles sont parties, mais en dynamique, il n'y a rien qui revient. Donc il ne va pas faire grand-chose forcément, à moins de s'amuser à rebrasser les choses, mais ce n'est pas naturel. La seconde, vous avez deviné, c'est qu'elle consomme beaucoup plus de ressources. Et si jamais on a des applications stateful qui ont écrit directement sur le disque, là on a un problème. Là on est obligé de le faire autrement, de faire des backups, d'utiliser d'autres outils pour ça. Donc c'est pas très évident. Et puis dans le côté ça se déroule sans accroc aussi, on va se poser la question de quel outil j'utilise pour la mise à jour. Est-ce que j'ai fait ça bas niveau, j'utilise KubeADM et je me connecte à chacun des nodes. Est-ce que j'ai utilisé un truc un peu plus haut niveau où j'utilise Kops ou Kuspray? Ça dépend de comment vous installez. En général, c'est dans ces cas où on est content d'avoir un kube managé, où là c'est beaucoup plus simple, ça se passe beaucoup mieux. J'arrive un peu à la fin, je vais vous résumer ces différents points, ces 5 points d'attention, pour ne pas avoir de problème si jamais vous voulez lancer dans Cube. Le premier, c'est attention au Golden Hammer. Tout n'est pas Cube, ne voyez pas du Cube de partout, ça ne sert à rien. Il y a des cas où c'est très bien d'être en dehors de Cube, il y a des cas où ça a du sens d'être dans du Cube. Second point, suivez ce qu'on appelle le 12 Factor App. C'est en gros avoir une application Cloud Ready. Si vous ne connaissez pas, c'est un modèle qui a été poussé par Heroku, en fait, avec 12 points pour avoir une application qui est compatible avec un déploiement sur du cloud, qui soit Cube ou autre en fait. Ça s'applique à toutes ces typologies de déploiement. Le troisième point, faites du monitoring et du monitoring. C'est indispensable. Anticipez aussi, en quatrième point, que les pannes elles vont arriver, il n'y a pas de magie. Forcément, à un moment donné, vous aurez un problème X ou Y, il y aura un câble réseau qui aura été débranché, il y aura une machine qui sera tombée, il y aura un pod qui aura foutu la merde, qui aura fait tomber le démon Docker. Ça arrive aussi, des fois. Pensez à mettre à jour régulièrement. Alors oui, ça demande plus d'efforts, mais ça vous lisse l'effort dans le temps. C'est un peu plus fiable, un peu plus sûr. Par contre, ça vous demande aussi d'avoir l'infra pour le gérer, pour pouvoir le tester, etc. Et puis, comme je ne sais pas très bien compter, en fait, j'ajoute un 6e point. Pensez que ça va vous coûter des ressources. En fait, il va falloir investir dans les équipes, investir dans le matériel, investir dans la formation. Voilà, il faut accompagner tout ça, il faut avoir un changement autour de ça. Alors, pour finir quand même sur une note un peu plus encourageante, je ne vais pas vous casser le moral. Rappelez-vous, j'adore Cube. Comment y aller ? Déjà, si vous comprenez bien Cube, si vous savez comment ça fonctionne, c'est top et vous pourrez faire des choses très intéressantes. De base, out of the box, en fait, Cube, ça fournit de la vélocité. Ça fournit de la mise à jour automatique, système de mise à jour automatique. Ça fournit de la mise à l'échelle du scaling automatique. Ça permet d'avoir des systèmes de gestion des pannes des applications, en les tuant, en les recréant. C'est un système qu'il faut avoir en tête. Ça fait une abstraction de l'infrastructure. Donc oui, il faut savoir comment ça fonctionne, mais on n'est pas obligé d'avoir non plus une connaissance très profonde de l'infrastructure, même si ça aide, et c'est bien dans nos équipes d'avoir ça. En deuxième conseil, partez avec une version managée de Cube. Alors il y en a plein qui existent. Celle de Google est top, GKE. Celle de VH est très intéressante. Très intéressante, pourquoi ? Parce que c'est en France et qu'on a le Cloud Act. Et selon certains clients, ça peut être très intéressant. Puis OVH est une bonne boîte, ils font des choses intéressantes. Donc voilà. Si jamais aussi vous dites, moi je veux à tout prix l'avoir chez moi, pour des raisons X ou Y, peut-être commencer par un système type Rancher, qui est une distribution en fait, qui est assez simple d'usage, qui marche bien, qui va vraiment vous simplifier la vie. Alors il y en a d'autres, on peut parler d'OpenShift, on peut parler de... Mais de ce que j'ai pu voir, Rancher est quand même très sympa. Donc si vous voulez vous amuser avec, c'est pas mal.
Formez vos équipes. Alors ça fait un peu un pendant avec le côté investissement, mais formez vos équipes, accompagnez-les. Il y a du changement de pratique, changement d'outils, changement de méthode, parce qu'il faut penser que derrière vous allez changer les pratiques. Je reviendrai sur ce point. Commencez simple. S'il vous plaît, commencez pas par l'application, la vieille application qu'il faut à tout prix migrer pour des raisons politiques, pour prouver le truc. Si vous pouvez commencer par une application qui est sans état, qui est simple, dans des technologies récentes, où vous n'allez pas vous prendre les pieds dans le plat, faites ça, sinon vous allez ajouter des couches de complexité, vous allez avoir une mauvaise expérience. Et puis, avec les bonnes pratiques et les bons outils, si vous faites au final un projet managé façon gros cycle en V, avec des gros cycles de déploiement, de tests, tout ça, vous n'allez pas profiter de toute la richesse de Cube en termes de mise à jour, en termes de scaling. Il y a plein de choses auxquelles vous passerez à côté, et puis en plus vos équipes elles vont être frustrées. Donc faites des bonnes pratiques en termes de DevOps, avec des bons outils aussi qui vont bien pour les systèmes de build automatique, de déploiement automatique, faites du GitOps, faire des trucs comme ça, c'est sympa. Et puis aussi dans les bons outils, ne voyez pas du cube de partout, ne mettez pas du cube de partout, ça sert à rien. Même si ça peut être très tentant de faire du cube pour faire du cube, quoi. C'est pas... c'est marrant chez soi, mais pas en prod. Je vous partagerai quelques liens après pour vous lancer, pour ceux qui veulent aller plus loin. Je les mettrai je ferai un lien Twitter, en fait je partagerai la présentation. Ça sera juste dans, je ne sais plus si c'est TweetDeck que je mets, télécharger le PDF pour que les liens marchent en fait. Donc il y a, la photo sert à rien là. Regardez le tweet plutôt parce que, oui, voilà, c'est un lien comme ça. Le premier lien que je vous mets, c'est le landscape interactif qu'on a sur le site sur la CNF, où en fait, il référence tous les projets qui sont référencés au sein de la CNF, qui sont très afférents à Cube en fait. Et donc on voit plein de choses et c'est regroupé par catégorie, par espèces de cartes, par exemple le storage, le réseau, les registries, la sécurité. Allez-y, c'est assez intéressant. Un autre lien sur un certain nombre de bonnes pratiques en termes de sécurité. Après, d'autres liens toujours autour de la sécurité avec Falco, qui permet de faire de la sécurité active au sein de votre conteneur Cube, au sein de votre cluster Cube, pardon. Arbor, qui a un système de registry qui permet d'avoir des scans de CVE, qui est assez intéressant. On n'en a pas parlé, mais pour les backups, il y a des outils qui existent. Il y a Velero qui est très bien, donc allez dessus. Et puis, monitoring, log, je vous ai mis plein de solutions. Pourquoi plein de solutions? Parce qu'en fait, ça dépend un peu de ce que vous avez vous derrière. Vous n'allez pas forcément révolutionner toute votre infrastructure, tous vos outils. Il y a des choses qui sont là, qui existent. Branchez-vous dessus. Donc voilà, branchez-vous dessus, réutilisez. Et après, en fonction de ce que vous faites, choisissez le bon outil. Il y a quand même un récurrent, c'est ELK en fait. Donc c'est un peu comme un EF, comme un EF. Merde. Ouais, je me suis trompé. C'est pas ELK d'ailleurs, c'est EFK. C'est FluentD à la place de Logstash. Je sais pas pourquoi j'ai mis ELK. C'est une erreur. Donc le pendant de ELK, c'est EFK en fait. Souvent, dans les clusters cubes, on met du FluentD. Mais on peut mettre du Logstash. Mais le standard, c'est plutôt de ça. Et puis, si vous êtes hébergé sur Internet, sur AWS ou sur un GCP, Stackdriver, c'est très bien aussi. Et puis, un jour à l'autre, vous ferez du cube, vous aurez besoin de faire du storage. Commencez par Rock. Ça vous permettra en fait de simplifier toute votre partie déploiement des storage. Ça fait une abstraction autour de ça. Pas une abstraction en termes de couches, mais en termes de CRD, je ne sais plus ce que c'est le français, pour des opérateurs spécifiques qui vous permettent de manipuler plus facilement différents types de storage, que ce soit du safe ou autre en fait, de manière assez simple. Je vous remercie. On a un peu de temps pour les questions, je crois. Et puis, je serai au salon des conférenciers à 16h30 pour d'autres questions. Où je pourrais balancer des trucs sur la sécurité si vous voulez. Oui. Tu avais une question ? Donc, bonjour, merci pour la présentation. En particulier vers la fin, donc vous avez parlé de comment démarrer Kubernetes.
enfin démarrer dans le sens comment commencer Kubernetes. Vous avez parlé vite fait de quelques surcouches entre guillemets, enfin que je qualifie de surcouches comme Rancher et OpenShift. Ouais. Et juste après derrière, vous parlez de commencer, enfin KISS, Keep It Simple Stupid. Ouais. Est-ce que le fait de démarrer par précisément dans le cas de Kubernetes qui est déjà relativement compliqué, le cas de Rancher et OpenShift où on commence à essayer, il y a un problème et en fait on se retrouve automatiquement en fait à aller chercher dans le détail à être au final ce qu'est Kubernetes. Est-ce que le fait de commencer de suite avec un Rancher ou OpenShift c'est pas une mauvaise idée en fait quelque part? En fait, j'ai le premier truc déjà pour se familiariser avec les concepts, qu'est-ce que c'est qu'un pod, qu'est-ce que c'est qu'un déploiement, un daemon set, le plus simple encore pour moi c'est d'utiliser un kube complètement managé, sans s'occuper de l'infrastructure, et après de passer à des notions d'infrastructure. Le fait d'utiliser Rancher ou autre ne nous empêche pas d'essayer de comprendre comment ça fonctionne en fait. Donc effectivement Rancher derrière va utiliser Cube, va avoir ses surcouches à lui et à un moment donné peut-être qu'on sera obligé de mettre les mains dedans pour comprendre précisément comment ça fonctionne. Le fait de l'utiliser ne nous dédouane pas de comprendre comment ça fonctionne. Simplement c'est un raccourci au début pour éviter de se poser 15 millions de questions. Mon conseil vraiment pour aller plus loin c'est commencer simple avec un kube managé, comprenez les concepts qui sont derrière, un kube managé sur Internet. Après, vous avez besoin de le faire chez vous, basculez chez vous avec un Rancher ou autre. Mais en même temps que vous faites ça, que vous avez réussi à l'installer, comprenez derrière quels sont les composants. Et du coup, allez par exemple sur le repo Git de Kenzai Tower, il a un truc qui est très bien qui s'appelle Kubernetes The Hard Ways, en fait, où il va vous décomposer pas à pas, étape par étape, comment installer un cluster avec la gestion des certificats, avec toutes ces étapes-là, et vous comprendrez vraiment derrière quels sont les composants qui sont mis en jeu. Par contre, en prod, ne faites jamais ça. Hein. N'installez pas un cluster comme ça à la main, c'est juste une erreur. Par contre, pour bien comprendre les concepts, à un moment donné, il faut mettre les mains dedans. Et après, ça dépend aussi quel rôle vous jouez au sein de vos équipes. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'avoir installé un cluster cube à la main. Je pense que les personnes qui vont faire du dev, ça ne va pas leur apporter de valeur. Par contre, qu'ils soient amusés avec un cube managé avant, qu'ils aient vu différents trucs directement, sans avoir besoin d'attendre que ce soit installé ou autre, oui, c'est un sacré accélérateur, que l'admin aussi, il ait vu un peu ces concepts-là, qu'il sache ce qu'il y a derrière, et qu'après, il se plonge plus précisément, qu'il mette les mains dans le cambouis, c'est pour moi aussi essentiel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma question, merci. Bonjour, merci pour la conf. Tu parlais d'immutable et de stateless et de dire que par exemple les bases de données, ça ne marchait pas bien dans le cluster. En vrai, du coup, en pratique, tu les mets où? Alors, j'ai pas dit que ça marchait pas bien. Oui, j'ai dit que ça nous apportait une complexité qu'on pouvait ou pas décider de gérer. En pratique, si tu restes dans la logique de dire je vais prendre un cube managé, tu as les solutions, que ce soit OVH ou autre, ils te proposent des bases managées en fait. D'accord. Donc tu le prends directement en tant que badge managé, sachant que même il y a un projet qui vise à gérer en fait toutes ces ressources externes avec des fichiers de définition de Kubernetes. Et donc tu définis ces ressources externes. Directement, c'est géré par ce qu'on appelle ton contrôleur cloud, qui va récupérer ce truc-là, qui va monter ton infrastructure managée directement en rapport, qui va te créer toutes les ressources que tu vas avoir à réintégrer derrière. Et en pratique, le fait de cacher cette complexité derrière un truc managé, ça suffit, il n'y aura pas de problème particulier ou... Ah non, j'ai pas dit ça. D'accord. Okay. Non, des problèmes. S'il n'y avait jamais de problème, on ne serait pas là en fait. Oui. Merci. Non, des problèmes t'en as, d'autant plus que, en général, les grosses entreprises qui font du cube s'ajoutent eux-mêmes leurs propres problèmes en faisant des zones réseau particulières, en faisant des... Voilà, ils se complexifient la vie naturellement. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, tout à l'heure.